Gotta wake up early in the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be. Bonjour à tous et bienvenue dans Kenkeliba. Nous sommes mercredi 31 janvier 2024. Il est 6h30 et c'est parti pour le troisième numéro de la semaine. Nous en profitons comme toujours pour vous souhaiter un bon réveil et un très bon début de journée. À suivre ce matin sur le plateau de Kenkeliba, Laura pour sa chronique culture. Mais avant, nous irons à Abidjan, à Yamoussoukro précisément, pour retrouver Sarah et Anta qui sont toujours sur place. Nous allons faire le point sur les dernières actualités sur la Coupe d'Afrique des Nations. Nous aurons également deux invités qui vont nous accompagner jusqu'à 8h. Et Alun Badarakan sera bien sûr de la partie. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 8h et vous pouvez réagir tout au long de cette émission sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et nous attendons donc vos commentaires sur les différents sujets qui seront développés tout au long de cette matinée. Alors bienvenue si vous nous rejoignez. Il est donc 6h passé de 34 minutes. Le temps de laisser l'équipe venir s'installer. Comme nous le faisons tous les jours, il y a coach Tanda Khadia qui nous attend dans l'autre studio. Et bien évidemment, c'est pour les exercices du jour, les exercices de ce mercredi, la gymnastique donc que nous allons découvrir. Donc ces exercices, c'est tout de suite avec le coach Tanda Kha. Et après, l'équipe sera au complet. Et on espère vous retrouver. Restez bien avec nous. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles au rendez-vous avec votre capsule Gym de Kenkeliba. Alors, au rendez-vous, le fonctionnel training. Alors, ce fonctionnel training avec le coach Do, en compagnie évidemment des coachs Daniel, mais aussi Cham, ce qui réveille encore une fois chez nous des souvenirs avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, également, coach Maï, et vous allez encore une fois, mesdames et messieurs, observer les multiples facettes pour cet exercice. Alors, c'est vrai que la répétition, elle est pédagogique, j'ai l'habitude de dire. Alors, essayez de prendre des notes, regardez et répétez. Alors, cela dit, le coach Do, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà ce mercredi pour présenter notre capsule du jour. Alors, pour aujourd'hui, on va vous présenter comment dirais-je, une méthode d'entraînement qui est très à la mode ces derniers temps. Alors, c'est quoi? Il s'agit du functional training. Alors, on va vous donner et vous montrer les secrets qui sont dans ce functional training pour vous permettre d'être très à l'aise lors de l'exécution de ces mouvements une fois dans les salles de sport. Alors, on vous donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations des exercices qu'on va vous proposer et merci à tout à l'heure. Allez, le functional training, mesdames et messieurs, avec le quator qui était là hier. Et je vais commencer par le coach féminin Maï. Il y a également le coach Cham aujourd'hui. Eh bien, éclatante, vraiment, le coach Daniel en face de vous. Et de l'autre côté, le coach Do. Alors, regardez, avec cet engin, un peu de pente bulgare et ça revient avec l'engin qui est projeté vers le haut et donc ce qui fait travailler les deltoïdes. Allez, on revient vers l'arrière, le rowing, le crunch et on revient à la pente. Alors, vous voyez, évidemment, c'est un enchaînement avec l'engin qui est projeté vers le haut. Allez, et ça repart avec le disque. Alors, regardez cette flexion des jambes ici, mesdames et messieurs. C'est la concentration, pas de dos rond. Et donc, les épaules assez plates tout de même. Et donc, ceci va permettre, en tout cas au groupe coach Daniel, le coach Daniel et coach Maï, évidemment en orange, en rouge, alors que la couleur éclatante avec Cham, le fils de Cham Gaindé, et tout en noir, gris cendré, le coach Do.
Alors, l'entraînement assez fonctionnel tout de même, mais là, on va écourter, on va y aller pour faire quelques élongations. Vous le savez, eh bien, une chose extrêmement importante avant de donner la parole, eh bien, au coach d'eau pour terminer. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci à vous tous d'avoir suivi cet exercice avec cette capsule du mercredi. Alors, le mercredi, mesdames et messieurs, nous allons justement vous dire, encore une fois, le plateau, on arrive. Alors, on arrive donc demain. Alors, les invités et tout le monde, grosso modo, je vous salue tous et je vous souhaite une excellente journée. Alors, à demain, Inch'Allah, puisque nous allons passer la matinée ensemble. La troisième édition, oui. Merci beaucoup au coach Tanda Khanyaye qui vient de nous présenter la gymnastique de ce mercredi. On le retrouve demain pour un autre numéro. L'équipe de ce mercredi, c'est Alune Dora et nos deux invités que nous allons dans un petit instant présenter. Mais d'abord, je tiens à féliciter Laura quand même. Elle sait pourquoi on la félicite. Merci, ça me touche. Je pense que tu parles du Cap-Vert. Mais oui. Cap-Vert à la CAN, oui, bien sûr. Ah oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, hier, on a appris qu'on allait affronter l'Afrique du Sud samedi. Oui. Donc voilà, c'était le suspense. C'est un soulagement aussi. Oui, c'est un soulagement aussi. Et puis, ça fait plaisir aussi, ça change un peu. Cap-Vert, Afrique du Sud samedi. On espère que le Cap-Vert va passer, bien sûr. Oui. Et ça va être un match très intéressant, je pense. Mieux que Cap-Vert Maroc. Ah oui, oui, moi ça m'arrange. Le Maroc qui, on le rappelle, a été éliminé hier justement par l'Afrique du Sud. Et on connaît maintenant les 8 nations qui vont poursuivre donc la compétition à Abidjan. Hier, comme on le disait, le Cap-Vert... l'Afrique du Sud a éliminé le Maroc par 2-0. Il y a également le Mali et le Burkina Faso qui se sont affrontés. Le Burkina qui quitte aussi la compétition, battu par le Mali par 2-0 également. Encore des surprises à l'une. Bonjour. Mais c'est la CAN des surprises, décidément. Hein. Je pense que cette CAN-là entrera à jamais dans l'histoire du football africain, de par l'incertitude des matchs. Hein. Pratiquement tous les favoris sont rentrés à la maison. Le dernier favori qui restait, je crois bien, bon, l'un des derniers, qui était considéré comme l'un des grandissimes favoris après le Sénégal, c'était le Maroc. Oui. Ils sont rentrés hier. Et bon, une élimination comme quoi, surprenante faut jamais aussi, parce que une élimination tout aussi surprenante aussi, parce que le Maroc, on se souvient, était allé en demi-finale lors de la Coupe du Monde au Qatar. C'est ce que je disais, oui, c'est pourquoi le Maroc était annoncé comme l'un des grandissimes favoris de ce tournoi avec le Sénégal. Oui. Donc hier, ça a été un coup de tonnerre dans le ciel du football africain. Et puis comme quoi, il ne faut jamais se moquer de celui qui se noie quand on n'a pas encore traversé l'autre rive. Avant-hier, il y a des images là sur les réseaux sociaux, des vidéos de supporters marocains, mais qui étaient tout en liesse, quoi. Oui. Parce que pensant qu'avec l'élimination du Sénégal, cela ouvrirait un boulevard au Lion de l'Atlas, vous voyez. Ah oui. Donc le sort en a décidé autrement. Tous les lions sont rentrés. Tous les lions sont rentrés dans la tanière. Ont été édentés, tous les lions. Ah oui. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose, c'est un nivellement du football africain. Et cela démontre que le plus important, c'est vrai, le talent, il en faut quand même dans le sport, dans tout sport. Mais le mental, la niaque, l'envie, la grinta, je pense, sont les éléments les plus déterminants. Et c'est ce que hier les Sud-Africains ont su démontrer, de même que toutes les autres équipes qui sont actuellement à ce stade de la compétition. Oui. Vraiment, c'est une bonne chose et c'est une bonne bouffée d'air pour le football africain. C'est bien. Oui. Voilà. Nos deux invités vont justement commenter aussi ces actualités en Côte d'Ivoire sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mais d'abord, tu nous présentes leur profil. Qui sont-ils ? J'ai juste envie de dire deux amis de Kenkeliba. Ce sont des habitués. Voilà, le chef Aziz Agbo Panzo, qu'on a pris à présenter à notre public qui saura le reconnaître, même s'il ne porte pas de coiffe aujourd'hui. Voilà, et Ali Beta également, un autre éminent visage de Kenkeliba. Donc il est là pour nous parler, lui, Ali Beta, bien sûr, de sa dernière production. Voilà, Dokhandem, Les chasseurs de rêves. Je pense que c'est un film documentaire qui revient sur pas mal de thématiques. L'émigration, bien sûr, le retour, voilà, le droit au voyage. Je pense que c'est des thématiques extrêmement importantes, d'une brûlante actualité. Quand on parle, par exemple, du droit au voyage, au moment où l'Europe, l'Occident se barricade de plus en plus. Alors, comment assurer le droit de ces migrants-là? Mais également, il faut penser au retour. Comment s'investir aussi pour sa communauté. Donc voilà les questions qu'il a abordées donc, dans sa dernière production Dokhandem, Les chasseurs de rêves. Et à sa suite, voilà le chef Aziz Agbo Panzo qui est encore là pour nous parler de son initiative
donc, où il est question de célébrer l'art culinaire, mais également, bien sûr, de vendre la destination Sénégal. Alors, l'événement, bien sûr, c'est le Dakar Restaurant Week. Et donc, on reviendra sur peut-être voilà, les innovations de cette année. Alors, comment aussi en profiter pour faire la promotion des produits du terroir. Et puis, aussi, voilà, donc, l'accompagnement des autorités du pays. Je pense surtout, par exemple, au ministère du Tourisme, au ministère de la Culture, parce que ce qu'il fait, c'est vrai, c'est une initiative privée, mais ça profite surtout donc, à notre pays, à notre belle capitale qu'est Dakar, parce qu'à travers l'art culinaire, vous pouvez attirer pas mal de touristes. Par exemple, aujourd'hui, il y a des pays qui sont voilà, taillés une place de choix dans l'environnement du touristique mondial, tout simplement parce qu'ils ont su mettre en avant leurs mets, leurs plats, et aujourd'hui, voilà, ils sont célèbres, célèbres partout. Bon, donc voilà les questions sur lesquelles aussi nous reviendrons avec notre chef, notre ami, voilà, le chef notre Aziz. Ami, parce qu'il nous a amené le petit déjeuner aujourd'hui. Mais le seul souci, c'est que s'il m'avait prévenu, je lui aurais demandé d'attendre l'après-émission pour nous donner cela, parce que j'ai bien peur que cela ne puisse distraire. Alors, Ali Beta, en bon il y en a qui ont envie de goûter. Il y en a qui ont déjà envie de goûter. En bon séeréer, salut Wagundam Sar. Ah, c'est ça son nom à civil. Est-ce qu'il saura se retenir? En tout cas, le plateau est un petit peu loin de lui. Oui, il aura du mal à se courber pour prendre... Attention avec les séeréer. On ne sait jamais. Il ne peut pas résister à la tentation. On ne sait jamais. Il peut détourner notre attention. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, grosso modo, voilà donc les thématiques qui seront abordées aujourd'hui avec nos deux invités. C'est ça. Voilà. Chef Agbo, ça va, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bienvenue sur le plateau de King Kiliba. Et merci aussi pour ce petit déjeuner de petits gâteaux, de la pâtisserie. Ça a l'air très succulent. On va goûter pour vous. N'est-ce pas? Bonjour également à notre deuxième invité. Ça va, vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur le plateau de King Kiliba. Alors, je vous laisse, messieurs, nous dire ce que vous avez retenu de cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà de l'élimination du Sénégal. C'est énormément de surprises. Vraiment, je pense qu'on était tous avec le Sénégal dès le départ, non seulement en tant que champion, mais on se disait qu'il pouvait vraiment ramener la Coupe chez nous. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais il y a plein de surprises, en fait, avec aussi les nouvelles nations, comme le Cap-Vert. Je pense que maintenant, on va soutenir. Bravo. Ce sont nos voisins, nos frères, nos sœurs. Donc, on peut soutenir facilement le Cap-Vert. Mais je pense que cette CAN est vraiment la CAN de la surprise, quoi. Ça sera vraiment le mot qui va résumer cette CAN. Après, il y en a qui disent si on ne fait pas attention, c'est une équipe qui n'a jamais atteint cette phase. Mais moi, c'est ce que je crois. Non, mais oui, qui va remporter la... C'est la CAN de celui qui n'a jamais eu de CAN. Exact. Déjà, l'Afrique du Sud peut nous laisser la place, s'il vous plaît. C'est normal de prêcher pour sa propre chapelle. Bien sûr. Absolument. C'est magnifique. Pour moi, c'est l'Afrique qui gagne. Ça reste vraiment l'état d'esprit sportif, l'état d'esprit de compétition. Et c'est l'Afrique que l'on célèbre à travers sa diversité. Oui. Et je pense qu'il a dit tout à l'heure, c'était une question de mindset. À un moment donné, on se rend compte de la compétition. Gagner, c'est bien beau, mais après, ici, il y a un travail encore à faire pour nos équipes, pour le leadership, parce que je pense que ça pose des questions de leadership, autant dans l'équipe, autant dans l'encadrement. Mais je pense que c'est une belle leçon d'humilité. Et il faut qu'on continue d'apprendre. Parce qu'on a été champion d'Afrique, on pense que tout est gagné. Je pense que ça, c'est une belle leçon, autant pour les Sénégalais, pour les Camerounais, toutes ces grandes nations qui avaient une grande bouche. Je pense qu'il est temps de redescendre sur terre un peu et d'accepter qu'au final, c'est l'Afrique qui gagne. Et l'Afrique que l'on connaît, c'est une Afrique de valeurs. Au-delà des compétences techniques, je pense que c'est les valeurs qui gagnent. C'est ça. Je pense que c'est une belle leçon. Et bonne chance au Cap-Vert. Et la preuve, toutes les grandes équipes ont été éliminées de cette compétition. C'est ça. Et la Côte d'Ivoire va rencontrer le Mali. Oui, les redoutables Maliens. S'ils passent l'étape malienne, il est clair que les Ivoiriens iront en finale. C'est pourquoi je disais avant-hier que le match Côte d'Ivoire-Sénégal pourrait désigner l'un des finalistes de ce tournoi. Mais attention au Mali. Je pense que jusque-là, le Mali a le meilleur football. C'est ça, ils sont redoutables. Et ça, quand même, ce n'est pas une nouveauté pour le Mali. Peut-être la seule nouveauté pour les Aigles, c'est qu'ils sont beaucoup plus tranchants maintenant devant. Et ça, je pense que c'est des craintes légitimes que nourriront tous ses adversaires. Ce n'est pas un match gagné d'avance. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est un peu la bête noire du Mali. Le Mali, pratiquement, n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Mais avec cette nouvelle génération malienne qui ne cesse de monter depuis des années, je crois qu'ils ont un rendez-vous avec l'histoire. Et s'ils passent le cap ivoirien, il est clair que ce Mali-là sera difficilement arrêtable. En tout cas, moi, vraiment, j'aurais envie de voir le Mali soulever le trophée continental pour couronner l'énorme travail qui a été fait du côté de Bamako depuis des années, parce que c'est un pays qui a pratiquement tout gagné.
chez les petites catégories, chez les A. Il y avait toujours ce petit quelque chose qui manquait. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont su tirer les leçons du passé et que devant, voilà, ils sont beaucoup plus réalistes. Maintenant, ils sont beaucoup plus bagarreurs au milieu. Il n'y a plus seulement ce football champagne. Maintenant, ils essayent d'allier donc les deux. Voilà, être bons joueurs, bien sûr, sur la pousse, mais également avoir certaines disons, ficelles voilà, devant pour pouvoir tuer l'adversaire et l'emporter. C'est ce qu'ils ont su faire hier parce que ce match-là, le Mali l'aurait perdu. Parce que hier, c'est vrai qu'ils ont maîtrisé la balle, mais à un moment donné, les Burkinabés se sont rebiffés. Heureusement, il y a ce nouvel état d'esprit qui porte un peu les joueurs maliens. Et donc, vraiment, chapeau à leur encadrement. C'est ça. Voilà. En tout cas, ce sera un choc de gladiateurs. Ce ne sera pas du tout facile comme match. Et cette CAN n'a pas fini de livrer ses surprises. Des matchs tout aussi palpitants. On a envie de voir la suite. Mais en attendant, je vous propose d'aller à Yamoussoukro, retrouver Sarah et Anta pour la capsule CAN de ce mercredi. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique au lendemain du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au deuxième endroit où s'entraînent les équipes. C'est au niveau du lycée technique, un magnifique terrain où certaines équipes s'entraînent. L'autre terrain, vous l'avez déjà découvert, c'est celui de l'annexe du stade Charles Konan-Banny. Et bien, pour ce numéro, on va démarrer tout simplement avec les images des temps forts du match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Regardez. L'étoile du nom a brillé, premier de la classe du foot africain. Merci pour le maillot à l'étoile enfin. Gaindé, l'histoire du foot, vous a longtemps posé un lapin. Enfin les lions ont eu droit à leur festin. Et voilà, Bambin et Benjamin, tous contents d'une vraie joie de gamin. Vraie joie de gamin, Steaky. Alors évidemment, après le match, il y a la conférence de presse du coach. Voici les propos d'Aliou Cissé, en tout cas ce qu'on en a retenu. Regardez. Déçu du résultat, forcément. Déçu surtout pour mes garçons. Je pense qu'on était venus ici pour gagner cette CAN. Déçu pour notre peuple qui attendait beaucoup de nous. Mais fier de mes garçons. Comme on dit, quand on gagne, on est heureux. Quand on perd, il faut garder sa dignité. Donc dans la défaite, nous garderons notre dignité. Mais c'est un match un peu bizarre, avec beaucoup de faits de jeu. Pas besoin de revenir là-dessus. Mon seul regret, c'est qu'après le but, peut-être qu'on a perdu un petit peu le fil conducteur du match et qu'on a sauté trop les lignes, alors qu'on avait bien débuté ce match-là en contrôlant la possession, en trouvant les intervalles et qui nous a permis d'attaquer leur dernière ligne. Dommage qu'on n'a pas pu tenir ça, mais bon. C'est le football. En 2022, on était heureux. Aujourd'hui, on est triste. Triste pour mes garçons, triste pour tout le peuple sénégalais, mais ainsi va le football. On restera digne de ça. On va enchaîner avec quelques réactions de nos joueurs. Juste après le match, voici ce qu'ils ont dit en zone mixte, mais également en flash interview. On devrait remercier le bon Dieu de nous avoir permis d'être arrivés jusque-là en 8e de finale. Il y a beaucoup d'équipes qui sont sorties avant. On aurait aimé aller plus loin dans cette compétition. On a tout donné dans les matchs de poule. On a tout donné pendant ce match-là, mais voilà, on savait que la Côte d'Ivoire était une grosse équipe et qu'ils avaient un esprit revanchard aujourd'hui avec leur public derrière eux, mais on n'a rien lâché, on a tout donné du début jusqu'à la fin. Malheureusement, on perd sur des tirs au but. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire. On est déçus, mais voilà, les jeunes, ils ont encore l'avenir devant eux.
Il y en a plein, il y en a pour beaucoup, c'est leur première CAN. Donc voilà, il faut relever la tête, continuer de travailler. On a encore beaucoup de choses à montrer dans le football sénégalais. Est-ce que la pression du public vous a empêché ce soir de développer votre jeu et d'être le Sénégal qu'on a connu durant les matchs de coupe? On savait qu'à un moment donné, on allait avoir un moment difficile pendant cette compétition parce que tout était parfait jusque-là. Et malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui. On a très bien commencé dans les 15 premières minutes à presser haut, jouer notre football. Et une fois qu'on a marqué, je pense qu'on a un peu reculé. On n'a plus respecté les consignes qui ont été données. On les a laissés venir, prendre la confiance. Et malheureusement, on encaisse ce but-là et qui nous ont amenés au tir au but. Et voilà, une fois que tu vas au tir au but, maintenant c'est 50-50. Et c'est nous qui loupons notre penalty et c'est eux qui gagnent. Félicitations à la Côte d'Ivoire. Et voilà, on va continuer à travailler et revenir une prochaine fois, Inch'Allah. Le discours dans les vestiaires ce soir, ce sera de surtout pas baisser la tête. Ce ne sont que des épreuves, voilà, il faut relever la tête. Nous, on est passé par plusieurs étapes dans cette compétition. Je me rappelle ma première CAN, j'ai été éliminé en match de poule. Après, c'était les huitièmes de finale, après quart de finale, demi-finale, finale. Donc voilà, c'est Allah qui donne des victoires. Aujourd'hui, il a donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Faut accepter, voilà, faut accepter, remercier le bon Dieu. Parce que personne n'est blessé, on est tous en bonne santé. Voilà, il faut continuer de relever la tête et continuer de travailler. Le football est cruel. Ainsi va la vie. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on peut. Mais malheureusement, le dieu du foot n'était pas avec nous. C'est comme ça. Alors, il y a ici une centaine de journalistes sénégalais qui suivent les performances de l'équipe nationale. Ils ont tous pratiquement assisté à ce match entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et je voudrais également vous dire qu'il y a eu plus de 800 demandes de journalistes venant de pratiquement tous les pays d'Afrique et d'Europe également pour pouvoir suivre cette rencontre. C'est dire à quel point elle était inédite qu'un pays champion en titre rencontre le pays hôte, le pays organisateur. Merci d'avoir regardé cette chronique ce matin. Je voudrais remercier particulièrement les équipes techniques qui nous accompagnent dans la production de cette chronique, notamment les cadreurs Sabassi Faye et Massiré Faye pour la post-production et le montage PM Sec et notre ingénieur son qui nous accompagne dans cette aventure, Mamadou Fall, qu'on surnomme affectueusement Eme. On se retrouve demain avec le même plaisir. Merci à tous et bonne journée à Dakar. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour cette correspondance. On imagine, encore une fois, que ça n'a pas été du tout facile. Nos encouragements à nos Lions ainsi qu'aux équipes qui restent là-bas et qui continuent de suivre donc la compétition. Alors, à l'une, on a vu que ça nous a replongé un petit peu dans on a remis un peu le couteau là. Alors qu'on avait commencé à oublier. On avait commencé à oublier un petit peu. Je m'étais vraiment un peu déconnecté même de la CAN. Je n'ai suivi que le choc. Tu as boudé? Non, je n'ai pas boudé, mais en fait, c'est une forme de thérapie. Par exemple, je te fais une révélation. Tu sais, le match du Sénégal-Algérie, la finale de 2019, jusqu'à présent, je n'ai pas vu la séquence où les Algériens soulevaient le trophée. Ah non, je n'ai pas voulu assister à cela. Jusqu'à présent, moi, je ne parle pas. Parce que cela m'aurait plongé davantage dans la peine. Quoi. Donc, voilà, c'est ma thérapie à moi. Parce que quand je revois le match, voilà, il y a des regrets. Et je me dis que, mince, on a laissé filer une occasion incroyable pour marquer davantage le football africain, l'histoire de ce football-là. Parce que le Sénégal, sur les 4 CAN passés, avait le potentiel. C'est ce que disait hier Joseph-Antoine Bell, même si souvent ses avis ne sont guère partagés par le public sportif sénégalais. Mais des fois, il y a du vrai dans ce qu'il dit également. Il faut être froid dans l'analyse et il a eu raison. Il dit que c'est vrai, de par son potentiel, le Sénégal quand même peut avoir beaucoup de regrets, peut nourrir des regrets. Et selon lui, on aurait pu au moins valider tout cela par 2 CAN. Parce que quand même, quand on regarde la CAN 2017, comment on a été sorti de cette compétition, parce que tout simplement, l'approche un peu du match sur le plan tactique a été ratée par le Sénégal.
En 2019, voilà, c'est vrai que l'Algérie, dans le contenu, quand même mérité de passer. En 2022, par la grâce de Dieu, on gagne cette CAN-là. Mais cette année-ci, il y avait vraiment l'équipe a évolué pour pouvoir passer, parce qu'il aurait suffi de sortir victorieux devant la Côte d'Ivoire pour s'ouvrir un boulevard. Parce que quand on voit le tableau du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un boulevard. Parce que comme équipe qui pourrait peut-être leur barrer la route, il n'y a que la Guinée. La Guinée, quand même, souvent, le Sénégal prend dessus sur elle. Il y a la RD Congo et éventuellement le Mali. Oui, donc je pense qu'il aurait suffi juste de passer le cap ivoirien pour être en finale. Et quand on est en finale, voilà, on est à 90 minutes du bonheur suprême. Donc c'est vraiment triste de voir le Sénégal quitter le stade la compétition à ce stade. Et puis également faire le bilan technique, tactique de cette campagne. Ça n'a pas été fait lors du mondial. Jusqu'à présent, aucun rapport n'a été, en tout cas, divulgué. Lors des précédentes expéditions également, l'équipe revient. Après, on est encore à nouveau dans la prochaine campagne, la culture des campagnes aussi. Il faut à un moment donné s'arrêter, faire le diagnostic de pourquoi ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce qu'on a gagné par le passé que l'on est indemne de reproches. Il y a forcément des choses à améliorer. Un champion du monde, entraîneur champion du monde, à l'issue de cette compétition pour les prochaines échéances. Mais s'il déjoue également, les fédéraux à la tête, en tout cas, du football ou bien de ce pays, n'hésitent pas à prendre des décisions également fortes pour qu'on ne donne pas trop sur nos lauriers. Parce que dans l'approche tactique de ce match-là, qu'on le veuille ou non, le Sénégal est passé à côté. Quand j'ai vu hier, par exemple, quelques séquences du coaching sud-africain, le staff sud-africain, mais à un moment donné, a insufflé du sang neuf pour que les Sud-Africains puissent résister à la furie marocaine. Et on a vu ce que cela a donné. Aujourd'hui, le football moderne, ça se gagne au milieu de terrain. C'est la bataille du milieu. Mais le Sénégal, pendant 90 minutes, a accepté la domination, cette domination ivoirienne. Forcément, si ça ne se traduit pas par un but, il y aura forcément une action litigieuse et ça pourrait se convertir par un pénalty. Et c'est ce qui est arrivé au Sénégal. Pourquoi on n'a pas su profiter de notre banc? On a le banc le plus étoffé d'Afrique. Tu as des milieux bagarreurs, des gens qui ont fait la Prime League, qui connaissent un peu ce que c'est que les matchs de haute intensité. Vous avez un Cheikhou Kouyaté, tu as un Gana Gueye. Tu ne les as pas utilisés. Tu as un Nampalys Mendy. Il fallait voir cette séquence-là au Nampalys Mendy, avant même l'égalisation ivoirienne, ou bien juste après, je crois, durant les prolongations, était un peu meurtri. C'est ça, on a vu l'expression. On est en train de nous faire sortir, alors qu'on n'a pas sorti toutes nos armes, toutes nos ressources. C'est ça qui fait un peu mal, quoi. Donc je pense qu'il est temps de s'arrêter quand même à un moment donné et que l'encadrement technique puisse faire un diagnostic pas du tout complaisant donc de ce tournoi. Le DTN également, on ne l'entend pas du tout. Notre directeur technique national. Je me souviens, avant juste qu'on parte à cette CAN, bon, ça, je vais un peu digresser. Le coach national, Aliou Cissé, qui disait la priorité, c'est l'équipe A. OK, je suis d'accord. Mais jusqu'à présent, quand on voit dans quelles conditions elle a été éliminée également pour les Jeux Olympiques, on avait aussi l'occasion, rêvé, de conduire cette génération-là aux Jeux Olympiques. Alors que le match que l'on jouait face au Mozambique était sans enjeu. Le Sénégal étant pratiquement éliminé, on avait fini de composter notre biais. Il nous prend le capitaine des espoirs qui devait être à la tête de son équipe pour résister au Mali, alors qu'on avait une avance de 2 buts. Il nous le prend, le gars, il ne joue même pas 5 minutes, on se fait éliminer du côté de Bamako et lui, il vient nous dire la priorité, c'est l'équipe A. Je suis désolé, à ce moment-là, la priorité, c'était l'équipe des espoirs. Parce que le Sénégal, là, quand même, aurait pu valider tout cela, tout ce potentiel-là, par une participation aux Jeux Olympiques. Ça, également, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse se dire en face, se dire la vérité et arrêter surtout de caresser les choses dans le sens du poil, quoi. Parce que, également, quand vous gérez une affaire qui intéresse autant de Sénégalais, des millions de Sénégalais, il ne faut plus verser dans des états d'âme, il faut être vraiment franc dans l'analyse, lucide dans l'analyse, froid dans l'analyse et tout cela. Et je crois qu'au retour de cette campagne, on pourra nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le Sénégal puisse déjouer de la sorte. Parce que vous ne pouvez pas vous faire sortir ainsi alors que vous êtes largement supérieur à votre adversaire. Et là aussi, vraiment, Maslavi, quoi. Là aussi, ça pose une question cruciale et principale, l'avenir de Aliou Cissé, justement, à la tête de l'équipe nationale. Vous en pensez quoi? Bon, je pense qu'il y a vraiment une évaluation à faire. Maintenant, je pense que les techniciens, on va dire, sauront évaluer et réévaluer les performances.
bon, c'est pas moi, cuisinier, de porter jugement sur le coach, mais je pense que c'est clair ce que vous avez dit, il y a énormément de travail à faire pour ne pas se retrouver dans cette situation. Je suis ancien basketteur, donc je sais un peu ce que c'est de jouer au niveau. J'ai joué aux États-Unis au basket, donc je sais un peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir sur ce point de vue-là, pour ne pas se retrouver dans cette situation et pour être prêt à retourner, à reconquérir ce trophée. C'est ça. Ali Beta? Exactement. Moi, je pense que c'est une question qui se pose pour tout le Sénégal. Est-ce qu'on est à la hauteur de notre potentiel? C'est ça. Là, sur cette CAN-là, on voit clairement qu'on n'a pas été à la hauteur de notre potentiel. Notre potentiel est là et nous sommes arrivés là. Je pense que c'est à l'image du Sénégal, c'est à l'image des Sénégalais, c'est à l'image du laisser-aller, c'est à l'image d'un état d'esprit qui est quand même là et qu'on dort un peu sur nos lauriers. Une fois qu'on pense qu'on y est, moi, je dis souvent à mes étudiants, je dis... Départ au Gaïndé, arrivé Gaïndé. Pas départ au Gaïndé, arrivé mousse. Et je pense qu'il y a cet état d'esprit quand même qui existe au Sénégal et je pense que le football est un miroir de la société. C'est ça. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut être exigeant avec nous-mêmes. Et je pense que voilà, cette génération a le potentiel de faire beaucoup mieux. Et comme je le disais, je pense que c'est un problème de leadership. À un moment donné, il faut qu'on questionne le leadership de cette équipe-là, des joueurs eux-mêmes, de l'encadrement, et qu'on revienne plus humble. Et on va faire mieux. C'est ça. D'autant qu'on a une très belle équipe. Exactement. Qui se rajeunit de plus en plus. C'est clair. Alors, messieurs, dames, il est 7h04. On va maintenant passer à la première partie avec l'un de nos invités de ce mercredi. Et nous recevons d'abord chef Aziz Agbo Panzo. Il est l'organisateur du Dakar Restaurant Week. Et c'est un rendez-vous gastronomique. On adore ça. Qui fait la promotion. Ne donne pas du grain à moudre à... Je pense que c'est clair. Qui n'aime pas manger? Qui n'aime pas manger? On adore manger. Mais bon, c'est vrai que cela ne peut guère m'étonner. C'est une barre. Ben voilà, ça reste contre le foulard. Qui n'aime pas manger quand même? N'aime pas prendre souvent le flanc, là. C'est ça. Il est là, dans le cadre de son travail, justement, il fait aussi la promotion du consommé local. Et tout à l'heure, vous avez souligné quelque chose de très important. Vous étiez basketteur et aujourd'hui, vous êtes cuisinier. On sent un parcours très passionnant. Et je suis sûre que vous allez revenir nous raconter comment s'est fait ce virage-là. N'est-ce pas, Lune? Je pense que c'est la première question. Exactement. Voilà, je peux y répondre. Mais oui. Cette reconversion. Non, c'est vraiment une reconversion. Enfin, à la base, je suis allé aux États-Unis. J'ai une bourse de basket. Je me suis retrouvé à jouer pour une équipe américaine, universitaire. Et je faisais la cuisine pour mes coéquipiers. Donc, quand je venais au Sénégal en vacances, on m'a appris à faire tous les petits plats. Et justement, le fait de rentrer, d'avoir un peu ce côté de les plats locaux, quoi. Et donc, je faisais la cuisine. Et mes coéquipiers me disaient, mais c'est quoi, ça sent bon. Après, je me suis organisé avec eux pour qu'ils achètent les ingrédients. Et moi, maintenant, je fais la cuisine. Donc, étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, on essaie de se débrouiller, quoi. Donc, de fil en aiguille, cette passion, en fait, je l'ai développée. En 2012, j'ai créé un groupe de cuisine. Et en même temps, j'ai créé une structure culinaire qui s'appelle Z-Box Cuisine. Et c'est de là, maintenant, que j'ai commencé à développer le côté culinaire. Donc, je travaillais le jour et je faisais la cuisine le soir. J'avais vraiment une double vie. Et une véritable passion aussi. C'est ça. Et finalement, l'art gastronomique a pris le dessus sur le sport. C'est ça. Bon, le sport, on sait toujours que c'est éphémère. On ne se dit pas, bon, j'ai joué 2 ans, on se dit universitaire, on se dit que ça va pas être toute une vie. Bon, j'étais pas talent NBA, donc je me suis dit, OK, je vais faire ce que je sais faire, je sais qui va me faire payer les factures. Donc, c'est là que j'ai fait un peu une transition. Et ensuite, après, oui, la cuisine a pris le dessus sur même le côté professionnel que j'avais. Et dans ce secteur si rude, où vraiment pour avoir une petite étoile, voilà, il faut avoir de l'entre-gens, mais également beaucoup de talent. Absolument. Je ne vous apprends rien de comment ça fonctionne. Comment un chef africain parvient-il à se faire sa voix? C'est en restant discipliné, c'est en restant organisé, c'est en ayant toutes ces valeurs justement qu'on nous a appris, mais qu'on veut justement garder le cap sur le prize, enfin ne pas baisser les bras, ne pas devenir un chat, ne pas devenir un mousse, de rester le Gaïndé. Pour moi, ça a été très important, tout d'abord, d'être un ambassadeur de mon pays. Parce que toujours on est pointé, vous êtes le seul Sénégalais, vous êtes le seul ceci, vous êtes le seul cela. Donc il faut toujours quand même garder le cap. Donc avoir ce regard constant, donc garder cette rigueur, garder j'ai envie de dire ce drive, désolé, c'est des termes très américains que j'utilise, mais cette motivation de bien faire, d'être un ambassadeur de ma nation. Donc,
c'est toujours resté devant moi. Donc, dans le travail que je fais, dans tout ce que j'ai voulu faire, garder la qualité du travail, l'exécution, la planification. Donc ça, ce sont les qualités qu'il faut avoir pour justement réussir. Et c'est là où on se ferait un chemin. Bon, je suis quelqu'un aussi de très imposant, donc ma personnalité aussi aide aussi. Le charisme, quoi. Voilà, le charisme. Voilà. Mon charisme aide. Tout de suite, quand on me voit, on fait « wow !» Il n'est pas petit, lui. Donc, bon, après, c'est savoir utiliser aussi ses atouts pour se frayer un chemin. C'est ça. Et sur l'international, aujourd'hui, comment est notre art gastronomique, l'art culinaire africain, voilà, notre cuisine, comment l'Afrique est à la mode. Sont perçus. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tout, en Europe, en Amérique, l'Afrique est à la mode. Tout le monde veut découvrir les plats africains, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est aussi. Donc l'Afrique est à la mode. Tout le monde essaie d'incorporer. Les restaurants font des fusions. Même des chefs comme Maurice Sako qui fait un peu la fusion cuisine japonaise et cuisine africaine. Donc l'Afrique est à la mode. Partout, vraiment, on est en train de briller. Mais on n'a pas encore la place qu'on mérite. Je fais souvent la blague qu'on ne va pas dans des malls ou dans des centres commerciaux et on trouve des restaurants ou des mets africains. Il y a asiatique, il y a mexicain. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'est juste que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce que nous, il y a toujours une odeur aussi par rapport à certains plats. Par exemple, le tchéboudian, il est très bon, mais le préparer, on sait que ça dégage une certaine odeur. Et quand on n'a pas l'habitude du poisson séché, ça choque, quoi. Je me rappelle quand je travaillais dans un bureau aux États-Unis, je réchauffais mon soupe kanje. Quand on réchauffe le combo, on sent qu'il y a du gombo. Les gens disent, mais c'est quoi cette odeur? Donc je dis, bon, excusez-moi, je réchauffais mon petit plat, quoi. Mais c'est des choses comme ça, en fait, des barrières qu'il faut dépasser. Mais dans la globalité, l'Afrique est à la mode. Tout le monde adore la cuisine africaine, tout le monde veut découvrir la cuisine africaine. Et le tchèp, aujourd'hui, qui est devenu patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça, c'est notre drapeau, quoi. Le Ghana et le Nigeria nous disputent ce titre. Moi, je ne rentre même pas dans ce débat-là. Non, pas c'est pas la même chose. Pas Vous du dites tout. Jollof, déjà, Jollof, voilà. Sur le plan Ils ont juste utilisé le mot. Voilà. Ils ont utilisé le mot. Mais dans la réalité, le plat n'est pas le même. C'est du riz gras, c'est pas la même chose. Donc, c'est du riz gras, c'est pas la même chose. Donc, on les laisse l'utiliser, on les laisse avoir le combat. Mais nous, on sait que c'est pas le vrai riz. On a le vrai riz. Le tchèp, c'est le vrai goût. Hein. C'est ça. Bien ça, Lucien. D'abord. Il ne peut être que sénégalais. Mais également, je parlais tout à l'heure de l'entre-gens, parce que quand on fait des recherches un peu sur ce monde-là, le monde un peu de la gastronomie, bon, il y a ces grands magazines qui portent les grands chefs. C'est vrai que les Africains, bon, on les compte du bout des doigts. Alors, comment faire pour réussir notre percée dans ce secteur-là, si select et avoir des chefs vraiment étoilés, résidant à Dakar, Banjul, Libreville, voilà, Abidjan. C'est que faut savoir d'abord que la règle qui nous mesure n'est pas africaine. Donc ce sont des entités étrangères, européennes ou autres, qui mesurent est-ce que vous méritez une étoile ou pas. Avec leur code. Avec leur code. Donc si on ne rentre pas dans ce code-là, on ne peut pas faire partie de la compétition. C'est un peu ça aussi le challenge, d'un côté, à laquelle il faut penser. Donc nous pouvons peut-être établir notre propre code pour pouvoir nous mettre en valeur. On n'a pas besoin d'être valorisé par une autre entité. Maintenant, si on veut se frotter à ça, on peut le faire, mais je pense que oui, on a besoin un peu plus de formation ici. On manque un peu de qualité aussi dans ce sens. Certaines écoles font des efforts, mais il manque encore beaucoup pour pouvoir pouvoir se compétir. C'est comme dans le cas de la CAN. On a des joueurs qui jouent en Europe, qui jouent ailleurs. Donc ils sont dans ce milieu pour pouvoir se frotter maintenant à nos concitoyens ou à des gens d'Afrique. Donc je pense que c'est la même chose. Il faut que les chefs, hommes et femmes, soient formés et soient capables de se frotter aussi, mais on n'en a pas beaucoup. Le challenge que nous avons est là aussi. Mais quelle est dans ce cas la place de l'Afrique dans cette nouvelle dynamique que l'on appelle le tourisme gastronomique? Mais c'est d'en faire une priorité. Dès lors où on n'en fait pas une priorité, on ne peut pas s'attendre à des miracles. C'est comme l'éducation des enfants. Si on ne fait pas de l'éducation des enfants une priorité, on ne verra pas des têtes, on ne verra pas des étoiles. On continuera à avoir des gens un peu médiocres. Donc si, que ce soit le parti privé, public, ne mettent pas ou n'investissent pas aussi dans ce domaine,
on ne verra pas de changement. On sera toujours un peu en bas, et on ne sera jamais vu comme les gens qui brillent. On a aujourd'hui des chefs étoilés africaines, Georgiana Aviu par exemple, mais elle est dans un contexte européen, elle n'est pas, c'est pas quelque chose d'ici, c'est de là-bas, dans ce contexte-là, qu'elle a pu briller. Mais nous avons le talent, mais il n'est pas... Et les ressources aussi. Oui, absolument. Et beaucoup de nos produits, je veux dire, sont utilisés dans ces cuisines afin de faire briller aussi certains établissements. C'est clair. Laura? Oui, justement, comme on parlait de consommer local, j'allais vous parler un peu des produits locaux. Oui. Dans votre cuisine, du coup, j'imagine que vous utilisez pas mal de produits locaux. Quelle est la part que ça prend un peu dans votre travail et peut-être dans aussi les échanges que vous pouvez avoir avec d'autres chefs aussi que vous rencontrez? Absolument, absolument. Mais moi, ce que je fais, bon, aujourd'hui, je cuisine beaucoup moins, là, parce que je suis tellement entre les plateaux de télé, pardon, et à faire des événements. Mais quand je cuisine, bien sûr, je les utilise, parce que je me dis que à la base, il faut apprécier ce que nous avons. Au lieu d'aller chercher des produits d'ailleurs, nous avons des produits chez nous. Aujourd'hui, le bouilli, qui est le pain de singe, est utilisé en Europe en sachant qu'il y a énormément de vitamine C. Mais nous, on ne le savait pas nécessairement, mais on l'utilise tout le temps. Partout où on va, on a du jus de bouilli. Donc, maintenant, l'incorporer dans la pâtisserie, les gens l'incorporent dans la pâtisserie, dans la cuisine salée, sucrée. C'est comme le tamarin. Le tamarin, dans les cuisines thaï, est très utilisé. Nous aussi, on l'utilise dans notre tchéboudian, dans certains plats. Donc, c'est un peu l'incorporer dans des choses comme ça, que je peux faire, des petites sauces, des petits plats, mais l'utiliser vraiment aussi simplement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je n'ai pas besoin de donner une recette compliquée pour que les gens se perdent, mais ça peut être des produits vraiment aussi basiques. Même le kenkeliba qu'on est en train de boire, cette saveur-là, elle est unique. L'incorporer, encore une fois, je vais utiliser l'exemple de la pâtisserie pour le mettre dedans. Avoir un gâteau au kenkeliba, ça peut amener une petite saveur. Ou en termes de boisson, au lieu d'un thé glacé, c'est un kenkeliba glacé. Voilà des choses un peu faciles aussi à utiliser, qu'on peut faire tous les jours. Et vous êtes plutôt pâtisserie ou Je suis plutôt salé. Ok. Je suis plutôt salé, je ne suis pas pâtissier. J'aurais aimé être pâtissier. En fait, la pâtisserie, ça demande beaucoup plus de... Non, c'est que la pâtisserie demande beaucoup plus de mesure. Alors que moi, j'ai plus été comme les recettes de grand-mère, où on met un peu de sel, on met un peu de ceci. Bon, on n'a pas besoin de mesurer tant que ça. On sait jauger selon ce qu'on prépare. Les pâtissiers, on se trompe d'1 gramme, ça peut gâcher toute une recette. Okay. Mais ici, au niveau local également, est-ce que nos chefs s'affirment? Est-ce qu'ils essaient d'imposer aussi ces plats-là locaux à leur clientèle, souvent, par exemple, occidentale, dans les grands hôtels aussi? Ça, ils le font. Cela commence au niveau local. Oui, ça de plus en plus, ça se fait. Oui, ça se fait de plus en plus. Je n'ai pas de surprise de ce côté-là. Parce que les gens qui viennent demandent ça. Maintenant, le challenge qui se pose, c'est qu'un local n'ira pas dans un restaurant pour manger un tchèp. Parce que les prix coûtent cher. Oui, parce qu'on sait, mais aussi parce qu'on sait qu'on peut faire à la maison. tous les jours à la maison. Mais je pense que les gens, en fait, voudraient bien souvent faire de petites sorties en famille, en couple et tout. Mais également, les prix sont un peu dissuasifs. Quand on interroge un peu le portefeuille du Sénégalais lambda, parce que quand même, dans certains hôtels, bon, on fait un peu souvent certains hôtels. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on voit qu'il y a une césure nette entre la clientèle toubab occidentale et celle locale. Comment faire également pour que vos activités soient beaucoup plus inclusives, quoi? Bon, maintenant, moi, ce que j'ai créé, ce concept-là, fait ça. Donc, le Dakar Restaurant Week permet justement d'avoir un prix plus intéressant durant ces 10 jours pour pouvoir permettre aux gens d'aller au restaurant à un prix plus accessible que d'habitude. Donc ça, c'est parce qu'on a des grosses pointures en termes de gamme de restaurants dans cette édition. C'est l'effort que j'apporte à travers ce que je fais. Mais maintenant, au jour le jour, pour les restaurants, je pense qu'il y a aussi une question de coût, la vie. Certains ingrédients ont augmenté. Il y a toute une logistique aussi. Il y a une chaîne de valeur aussi qui est assez complexe, qui fait qu'ils sont obligés souvent d'augmenter. Et souvent aussi, bon, il y a une question de standing, il y a une question de je veux dire, un tchéboudian peut coûter 500 francs quelque part et coûter 10 000 francs ailleurs. Pourtant, c'est le même tchéboudian. Maintenant, après, il y a le cadre qui joue, il y a l'expérience, il y a tout le vibe, quoi, qui peut changer aussi dans la manière dont on le mange. Le siège dans lequel on est assis, il y a tout ça qui joue aussi. Donc là, il y a un investissement que la personne fait pour vous apporter toute une... C'est comme voyager première classe et voyager économie. On va au même endroit, mais le plaisir n'est pas le même. C'est vrai.
Alors, donc, cela nous permet une transition pour parler du Dakar Restaurant Weekend. C'est la 3e édition. Avant d'en parler réellement, faisons le bilan un peu des précédentes. Absolument. Alors, ça a donné quoi en termes de positionnement aujourd'hui de l'art culinaire sénégalais? Ça n'a fait qu'avancer. Et ça me rassure parce que nous avons vu justement un engouement de la population. Comme vous l'avez vu dans la première édition, on était sur Dakar, on a ouvert les portes avec 17 restaurants. Ensuite, on est allé dans les régions. Sur la 2e édition, on est allé à Thiès et à Saint-Louis et Dakar, bien sûr. Donc, on a commencé à s'étendre. Cette année, on a voulu aussi aller sur différentes gammes et différents prix, parce que justement, les éditions précédentes, le feedback était, il fallait que ce soit plus ouvert aux familles. Parce que c'est 10 000 francs le déjeuner, entrée, plat, dessert, boisson, et 16 000 francs le dîner. Donc c'était ça les éditions précédentes, ce qui était intéressant, bien sûr, pour la majeure partie des gens qui ont l'habitude de sortir ou qui aiment sortir. Mais on a incorporé maintenant un menu enfant à 5 000 francs. Donc pour pouvoir aussi attirer la clientèle qui veut sortir avec ses enfants. Et aussi un haut de gamme à 25 000. Donc maintenant, il y a vraiment, on va de 5 à 25 000. Donc maintenant, c'est un choix beaucoup plus large. Et la gamme de restaurants aussi beaucoup plus variée. Ça va vraiment dans tous les sens, dans toutes les saveurs du monde. Parce qu'aussi, au Sénégal, l'avantage de Dakar, c'est que beaucoup de nations sont représentées ici. Moi, ce que j'aime dans la cuisine, c'est pas se limiter aussi qu'à nous. Il faut aussi échanger. Car quand nous allons ailleurs, nous voulons que les gens puissent goûter notre cuisine, nous voulons goûter la leur. Donc nous pouvons le faire aussi à travers une promenade culinaire pendant ces 10 jours. Ok. Et pour la présente édition, bon, après être sorti de Dakar, en ratissant large à Thiès, Saint-Louis, quelles sont les autres régions qui seront associées à cette initiative? Nous attendons justement, au fur et à mesure, de grandir, de continuer d'aller dans d'autres régions. J'aimerais aller à Ziguinchor, j'aimerais aller au sud du Sénégal. Ce serait une formidable destination en termes d'art culinaire. Absolument. Il y a une diversité, mais incroyable. Absolument, absolument. Maintenant, après, le challenge, c'est que nous présentons le projet aux différents restaurateurs. Après, c'est à eux aussi d'être réceptifs au concept. Mais moi, ma vision, honnêtement, j'aimerais venir chaque année et qu'on grandisse chaque année avec vous pour qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est un événement qui se fait dans tout le Sénégal. Qu'on soit à Kédougou, ou qu'on soit à Matam, ou qu'on soit... Voilà, que vraiment tout le Sénégal se retrouve. C'est une vision. Maintenant, on va voir comment y arriver. Mais l'objectif est là. L'objectif est vraiment de grandir chaque année, que ça devienne une tradition. Je le dis souvent. Pourquoi là, c'est la 3e année, Dieu merci. Le public répond présent, les gens commencent à comprendre le concept, à y adhérer. Ça m'a permis de le transporter. Je l'ai fait à Abidjan, je l'ai fait aussi au Bénin. Donc, parce que j'ai des origines mixtes, j'ai un peu aussi amené ça dans d'autres destinations africaines, parce que je me dis, il faut le faire, pas seulement pour le Sénégal, mais pour les autres pays aussi. Il y a cet échange. Il y a beaucoup de tchèp, d'ailleurs. On mange beaucoup de tchèp en Côte d'Ivoire. On mange beaucoup de tchèp au Bénin. J'étais très surpris. Les gens le mangent le soir, au dîner. Je dis, ah, vous mangez du tchèp le soir? Au Sénégal, on mange pas ça le soir. Donc, bon, ça aussi, c'est intéressant de voir. Cette demande aussi de goûter des plats sénégalais à l'extérieur. Donc, à travers des initiatives comme ça, bien sûr, nous voulons pousser toutes les régions pour puissent participer à leur manière, apporter leur mets à travers cette expérience. Alors, concrètement, comment ça se passera? Par exemple, disons, il y a un père de famille qui voudrait bien en profiter pour sortir avec sa petite famille, aller dans un restaurant dakarois, saint-louisien ou bien thiessois. Alors, comment ça se passera? Il y aura des annonces, en fait, des indications et tout cela? On a voulu faire très simple, OK? Il n'y a pas de ticket à acheter, il n'y a pas à aller chercher quelque chose. Il faut juste aller dans les 23 restaurants que nous avons. Agréés. Voilà, agréés, par qui participent à l'événement. Vous allez directement au restaurant. Le restaurant est prêt. Ils ont un menu qu'ils ont fait spécialement pour l'occasion. Donc, ce n'est pas le menu de tous les jours. Ils ont créé une formule pour l'occasion à ces tarifs que j'ai mentionnés. L'avantage, c'est que tout est inclus. Donc, entrée, plat, dessert, boisson. Donc, on n'est pas en train de se dire, est-ce que j'ai assez pour prendre un dessert? Est-ce que j'ai assez pour ceci? Tout est inclus dans le plat. Et il y a différentes gammes, comme j'ai dit. C'est tout. Et ce que nous avons rajouté aussi cette année, qu'on a un peu fait l'année dernière, mais qu'on a rajouté avec d'autres choses, on a une carte d'embarquement. C'est comme un passeport qu'on donne aux clients. Donc, quand vous faites la tournée, vous allez de restaurant en restaurant, on vous donne un passeport. On vous tamponne le passeport au fur et à mesure que vous allez de restaurant en restaurant. Et plus vous faites de restaurants, plus vous avez de chances de gagner des cadeaux. On a des goodies, on a des billets d'avion, on a des nuitées d'hôtel, on a des séjours à Gorée, on a des séjours au désert de Lompoul. Donc, on a voulu aussi exploiter en termes de cadeaux, pas donner, je ne sais pas moi, un service à thé, mais
mais offrir des choses utiles aussi au pays. Donc, c'est aller passer un week-end à Gorée. Ça fait partie des choses à gagner. Ah, mais ça vaut le déplacement. Et c'est sur combien de jours? C'est sur 10 jours. Donc, c'est du 2, ça commence ce vendredi-là, jusqu'au 11. Du 2 au 11. Du 2 au 11. On jouait sur la canne, parce qu'on voulait aussi qu'on finisse la finale avec... Il y avait un peu ça aussi, dans nos planifications. Mais malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Ça sera une canne sans nous, une finale sans nous, pardon. Mais l'idée, c'était ça, de finir avec la finale le 11 février. Donc c'est du 2 au 11 février. Non, mais rassurez-vous, les restaurants seront remplis avec les prix déjà qui sont annoncés. Je sais que tous mes cousins serrés là. Mais justement, à Liberta, il y a 10 jours pour découvrir l'art culinaire. Beaucoup les couleurs. Depuis qu'on est là, ils en parlent. Ils en parlent, c'est eux un petit truc. Hein? Effectivement. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce genre d'initiative? Je pense que c'est une très belle initiative à saluer parce qu'il faut qu'on revalorise notre patrimoine culturel. Je pense que l'art culinaire, c'est aussi une démarche culturelle. Donc, je pense qu'effectivement, voilà, c'est notre patrimoine. Il y a un travail d'identité, de se réapproprier nos identités à faire. Et je pense que, voilà, comme il l'a dit, l'Afrique est devenue à la mode. Mais au-delà de cette mode-là, qu'est-ce que ça représente pour nous? Et comment est-ce que nous pouvons être des ambassadeurs de notre culture? Bien sûr. Et je pense que ça rejoint vraiment l'engagement culturel et toutes les questions sur lesquelles on se bat pour ce pays-là. Maintenant, ma question, c'est comment le rendre plus populaire, comment le rendre plus accessible, que ce ne soit pas juste une élite qui a accès aux super chic restaurants et que la maman qui vend dans la rue, toutes ces formes-là puissent être intégrées, parce que ça fait aussi la beauté de notre pays. J'aime bien aller manger Kibantea. On aime bien aller voir. Je pense que ça, c'est des parcours intéressants qui permettent aussi de découvrir l'entrepreneuriat et toute cette couche, toute cette créativité-là. Bon, je vais faire un scoop alors ici dans Kenkeliba. Nous avons pensé à ça. Nous allons lancer cet été le Dakar Night Market. C'est un marché du soir, ça se fait beaucoup en Asie, où justement on peut manger Banti, on peut manger le street food à prix vraiment abordable. Donc ça, c'est le prochain projet qui sera lancé cet été. Donc il y a une phase 2. Donc on vous réserve une place. Merci beaucoup. Ça, c'est pour un marché beaucoup plus large. Merci beaucoup, chef Aziz. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bel échange également. Merci beaucoup. Et donc dans la deuxième partie, on reviendra en guise de rappel toujours. Oui. Bien sûr, le programme, mais également sur un peu de soutien peut-être des autorités publiques, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, selon moi, qui devraient être à vos côtés. Ils sont là. Ils sont là. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, donc les sujets qui seront abordés, que l'on va aborder dans la deuxième partie avec vous. Très bien. Par contre, on consomme beaucoup de riz aussi à l'UNA. Le Sénégal consomme beaucoup de riz. Oui, alors qu'on peut vraiment diversifier nos plats. Oui, le ngourban, le nyaleng, je ne sais quoi. Le tchéré et tout ça. Oui, mais après, le riz, on le consomme au déjeuner, c'est vrai, mais après, proposer du tchéré peut-être à la place, non? Oui, bien sûr. Pour les... Bon, il ne dira pas non. Non, absolument. Avoir cette diversité est indispensable. Mais je remarque, comme je disais tout à l'heure, que c'est plus les étrangers qui veulent goûter ça que les locaux. Donc le challenge qui se pose toujours, c'est... On veut ça. Je suis bien sûr le premier ambassadeur de ce genre de choses, mais c'est plus les étrangers qui veulent goûter que les locaux. Dans un contexte des restaurants. Et même pour le petit déjeuner, on consomme beaucoup de riz. Le matin, tu vois, tout le monde se promenait avec son pain, là. Moi, je ne sais pas, ce scénario me fait un petit peu rire. Non, le pain. Le pain, hein? Tu te rends compte qu'on adore le pain, alors qu'on peut... Et pourtant, c'est une habitude récente, on peut le dire, en Afrique. Le matin, tu vois tout le monde dans la rue avec... Il a fallu l'arrivée du blanc pour que le pain... C'est ça. La bouillie. C'est ça. Le Louis Fondé, tout ça. Non. Oui. Absolument. C'est ça. Alors, maintenant, je vous propose de découvrir le coup de cœur de nos équipes techniques aujourd'hui. C'est donc le clip du jour de ce mercredi et on se retrouve juste après. Ça me dit bien quelque chose, quoi, Djeba, oui. Ouais, mais tu sais, moi, je suis un peu plus conservateur, quoi. Moi, je suis un peu rétro, les Yandé Kodou, les chansons de Youssou Ndour. Lui, ses chansons tournent particulièrement autour de l'amour et avec des paroles un petit peu provocatrices, on va dire comme ça. Je vois un peu le style. Merci à ceux qui nous suivent donc depuis 6h30. Alors la seconde partie que nous allons démarrer avec la chronique culture de Laura, sans transition Laura qui nous parle d'abord d'une visite aux manufactures des arts décoratifs de Thiès.
Tu as été là-bas ou pas? Alors, c'était pas moi, c'était le ministre de la Culture et du Patrimoine historique qui était justement il y a quelques jours. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, on va aller du côté de Thiès, évidemment, pour le plus grand plaisir de notre chère Alioune Badara Kane, hein, bien sûr. Voilà. Et plus précisément, effectivement, aux manufactures des arts décoratifs de Thiès, qui sont connues, évidemment, parce qu'on y tisse depuis plus de 50 ans maintenant et en édition limitée, des tapisseries murales de taille variable. Et puis, surtout, réalisées entièrement à la main, dans une technique de tissage bien particulière. Regardez. Tel un apprenti qui en est à son premier essai, les mains tremblantes, il s'applique à la coupe ou plutôt à la tombée de la tapisserie, pas n'importe laquelle, celle dédiée au mémorial du bateau le Joola. Cette étape est une parmi les séances de visite de la tutelle au sein des différents ateliers des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Le ministre, venu s'imprégner des activités effectuées dans ce lieu incontournable de l'industrie culturelle nationale, a été plus que satisfait. À travers les EMSAT, on trouve un haut lieu d'expression du génie créateur, du talent artistique des Sénégalais. C'est à la fois une combinaison de plusieurs formes d'expression de notre talent qu'on trouve ici au EMSAT, mais des talents qui ont pu s'affirmer dans le temps. De la tapisserie à la poterie, en passant par la reproduction graphique, le batik, entre autres, les EMSAD regorgent de potentialités, des réalisations diverses produites à la main par de talentueux hommes et femmes, vantés très souvent hors de nos frontières. Aujourd'hui, partout nous voyons la beauté des tapisseries de Thiès. C'est pourquoi d'ailleurs l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal en a fait un espace de choix de ses plus précieux cadeaux d'État. Je suis fier d'avoir vécu en direct le processus de création, de conception et de présentation des résultats. Durant cette visite, le ministre s'est aussi félicité de la politique de diversification des produits et activités mise en place avec la construction en cours d'un hôtel culturel et de la rénovation du complexe Sounoumakan. À la fin de la journée, une photo de famille après avoir remis symboliquement au ministre le manuel de procédure des EMSAD. De belles œuvres que nous venons de voir, Laura, et du talent aussi à valoriser. Tout à fait. Le talent des Thiessois. Ah oui. Non, mais non. C'est vrai que les manufactures se trouvent à Thiès, mais les artistes viennent d'un peu partout. Oui. Voilà, de tout le Sénégal. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Et puis, on parlait d'ailleurs de consommer local avec notre invité tout à l'heure. Là, c'est vraiment la question aussi du Made in Sénégal qui revient. Et c'est vrai que les manufactures, en plus d'être ce gigantesque atelier où l'on crée aujourd'hui non seulement ces fameuses tapisseries, mais aussi également d'autres formes d'art et d'artisanat. On a vu dans l'élément la poterie, la reproduction graphique, le batik que portait d'ailleurs le ministre. C'est aussi un lieu qui abrite en fait des formations, qui abrite des événements. Rien que sur l'année passée, d'ailleurs, ça a été le lieu où s'est tenue la 16e édition de la cérémonie de commémoration de la disparition d'Ousmane Sembène, ou encore d'ailleurs les classes école-entreprise du programme de formation école-entreprise PF2E qui ont ouvert officiellement d'ailleurs au mois de mai dernier. Ouais. Et en fait, la première cohorte, c'était 40 apprenants qui vont suivre pendant 3 ans des formations certifiantes dans les domaines de l'agriculture et de la restauration. Donc ça ne va pas être forcément que autour de l'art et l'artisanat, mais c'est vraiment une infrastructure en fait qui va pouvoir permettre à de nombreux apprenants justement de venir suivre des formations. Et il y avait eu un arrêt pendant le Covid du coup des visites, mais c'est depuis avril 2021, les visites ont bien repris, ont pu reprendre au niveau de cette manufacture sénégalaise des arts décoratifs, au niveau des ateliers, au niveau de la salle d'exposition, pour le plus grand bonheur d'ailleurs des amateurs d'art en général, de tapisserie, pardon. Excusez-moi, j'ai les gâteaux sous les yeux de notre chef. C'est Laurent Fay, hein? Oui, c'est mon côté serrère. Oh là là. Non, je rigole. Donc, du coup, on est à égalité. On est à égalité, ouais. De tapisserie en particulier, évidemment. Et puis voilà, là-bas, on y fait aussi la sérigraphie, on y fait aussi d'autres formes d'art, comme en parlait le ministre dans l'élément. Donc c'est vraiment un endroit à visiter pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion justement d'aller voir les manufactures de Thiès, parce que c'est vrai que les plus grands artisans sont passés par ces ateliers. Tu connais très bien. Ah oui, évidemment. Je suis de Thiès, mais mon père avait sa maison de fonction juste à côté. Oui. Donc
très jeune, bon, on avait l'habitude d'y aller, de même qu'au musée, qui est juste dans le même environnement. Et c'est vraiment des tableaux, des œuvres incroyables, des œuvres qui sont même présentes, en tout cas dans les grandes institutions internationales. Ça, c'est une fierté pour tout Thiessois, surtout d'abord, mais aussi pour tout Sénégalais. On va se partager cet honneur-là. Cela démontre encore une fois qu'à ce niveau, le président Senghor, quand même, il avait de la vision, il était visionnaire, enfin, bon, un sérieux visionnaire. C'est vrai que bon, ça ne court pas les rues, mais il y en avait un quand même, et en l'occurrence le président Senghor sur le plan culturel. Et je crois que c'est une fierté et on se doit quand même de préserver cet héritage-là, mais aussi de permettre aux manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès de faire face aux mutations, parce qu'il y a de nouvelles techniques qui sont quand même mises en avant. Cela demande de l'encadrement, mais également des moyens. Les anciens aussi, parce que c'est un travail souvent manuel. Voilà, il faudrait peut-être avoir de la patience, transmettre cela aux jeunes générations. Je sais qu'il y avait une volonté, en tout cas, de l'ancien DG à l'époque, M. Seck, hein, voilà, de maintenir voilà, sous forme de contrat peut-être, avec certains des contrats peut-être particuliers, certains anciens qui étaient en instance de départ à la retraite, pour que ce savoir-faire-là ne puisse pas disparaître avec leur départ. Je ne sais pas ce qui a été fait à la suite de cela, depuis qu'il a quitté également les manufactures. Mais ça, c'est vraiment voilà, un héritage à préserver. Et puis, le Sénégal, sur le plan culturel, c'est vrai, on ne cesse de le dire, on est peut-être un petit pays sur le plan démographique, mais sur le plan culturel, on a tellement donné à l'Afrique qu'en vérité, il faudrait tout faire pour que cela soit notre identité en termes de marketing territorial. Et ça, quand même, je crois que il y a une dynamique qui est notée et c'est une bonne chose. C'est ça. Voilà. Alors, Laura? Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un atout aussi au niveau touristique. On en parlait avec la. C'est ça que je voulais dire. Voilà. L'ancien DG. Voilà. Et justement, ça peut être aussi l'occasion pour ceux qui voudront peut-être pendant la Dakar Restaurant Week aller déjeuner dans des restaurants à Thiès, de faire toute la journée sur place, d'aller voir le musée, d'aller voir justement les manufactures aussi. Et ce sont toujours en fait des atouts pour des villes d'avoir des endroits aussi à visiter pour mieux connaître justement le patrimoine d'un pays. Je pense que c'est des suggestions aussi qu'on peut faire aux visiteurs, mais avant tout aux Sénégalais qui n'ont peut-être pas forcément toujours l'occasion d'aller dans les autres villes, hormis celles où ils résident. Et ça, c'est quelque chose aussi à encourager, évidemment. C'est ça. On passe maintenant à l'agenda culturel, 5 dates à retenir. Bien chargé, bien costaud aujourd'hui, ce mercredi. Alors, on a d'ailleurs cet après-midi le lancement du club littéraire à l'espace jeune Yakar du centre du consortium Jeunesse Sénégal à Guédiawaye. Donc ça commence cet après-midi à 15h. C'est ouvert à tous les jeunes en fait, de 15 à 35 ans pour pouvoir explorer les richesses de la littérature et avoir des discussions autour de cette thématique. On a aussi le carnaval de Toubacouta qui commence demain, donc le carnaval culturel Mon Beau Village de Toubacouta du 1er au 3 février. Alors au programme, comme d'habitude, des prestations de musique, de danse, le théâtre, les contes, les défilés de mode et autres. Donc voilà, ça démarre demain. Il ne reste plus que quelques jours aussi pour aller voir l'exposition La ville est à nous. En fait, c'est la restitution d'une résidence de recherche qui a été effectuée par deux architectes sénégalaises qui résident à Dakar, Carole Diop et Ntinga Mboup. En fait, leur restitution, c'est sur le patrimoine urbain et architectural dakarois. C'est jusqu'à vendredi au Centre d'art Raw Material Company, ici à Dakar. On a aussi une nouvelle projection du documentaire Esamaï sur Jules François Bocandé, cette fois-ci à Saint-Louis. Donc après Dakar, ils seront à Saint-Louis ce samedi 3 février à l'Institut français de Saint-Louis à partir de 20h. L'entrée est gratuite, bien sûr, comme à chaque fois. Et enfin, Dakar Music Expo qui revient. Donc c'est le salon de la musique Dakar Music Expo qui se tient cette année sur le thème « L'artiste à l'ère du digital ». Ça démarre demain et c'est jusqu'à dimanche, donc du 1er au 4 février. Ce sera entre l'Institut français ici à Dakar et la Maison de la Culture d'Outasek. C'est pour réunir en fait les artistes émergents, les professionnels de l'industrie musicale, les producteurs, les labels et évidemment les passionnés de musique. C'est ça. Et c'en est tout. Et c'en est tout pour cette semaine. Merci beaucoup Laura pour toutes ces actualités culturelles. Alors, notre deuxième invité ce mercredi, c'est Saliwa Gendoum Sarr, on l'appelle Ali Beta. C'est lui qui a réalisé le film documentaire intitulé, je cite, Dohandem, Les chasseurs de rêves. Et ce film, vous allez tout à l'heure le découvrir, parle bien entendu de migration du 3 au voyage, de retour, de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'engagement communautaire à l'une. Voilà, je pense que de sujets abordés dans ce film documentaire, mais tout d'abord avec la complicité bien sûr de la réalisation, si on peut avoir le teaser. Exactement. Ce film-là, ce serait pas mal. C'est ça. C'est pas ce que
de l'autre côté, oui, si la régie est prête, on peut visionner un petit peu et revenir. Pour être vraiment dans le bain. Exactement. On regarde et on revient. Donc, bobu tamit problème bobu nonu suñu problème autorité la. Frente a esa injusticia, que lo único que te sale es ir a plantarle cara y decir hasta aquí, pues mi madre, no, tienes que negociar, no, tienes que negociar. Wala déet yow la wax. Ah man waxuma dara. Am nga loo war a wax kay. moom est-ce que xam na moom mère. est-ce que xam na lu muy def. xamu ko di. ku nekk ak sa gént bayul géntu keneen lu sa yoon ndeytaanoo ndeytaan fëggal yat ku nekk ak sa gént. Yo vi en su proyecto la posibilidad de realizarme profesionalmente. Apoyar técnicamente algo que veía pertinente, creado por alguien de aquí, que trabajaba con gente desde la base y con un enfoque muy diferente del que yo había visto en mi trabajo los últimos años como técnica de cooperación. Derrière la violence raciale, le racisme systémique et les pratiques policières discriminatoires d'aujourd'hui se cache l'incapacité à reconnaître et à affronter l'héritage de la traite des esclaves et du colonialisme. Nous devons mieux comprendre l'étendue de la discrimination systémique. Attention, il ne s'agit pas d'argent qui pourrait réparer un crime. Il ne s'agit pas de réparer un crime, mais de réparer les conséquences d'un crime. dëkk bi metti na de ndax mas na ma wax benn bis moom Mamadou première tukkeem bi mu ñëwee am fi 1 mois dellu am 3 mois woowaat ma ni ma yaay dama bëgg a ñëw de ma ne ko yow de Mamadou bi nga fi jógee yàggu ngeen da nga ñëw mu ne waaw ñaanal ma rek comme sama xel a ngi foofu am na ñoo xam ne seen xel du nekk foofu sax pour ñu ñibbisi moo tax loolu lu jar a sant yàlla moo si jàppale doomu aadama jaare waaye ñibbi tukki yomb na waaye ñibbi si jafe na tool jafe na de jafe na waaye ku dem rek yàlla na nga dund ba dellu si barke yàlla tëdd. On est vraiment captivé par ces thématiques-là traitées en moins de 2 minutes déjà dans ce teaser. Et Kenkeliba a droit à son avant-première de ce film-là, donc Dokhondem, voilà, Les chasseurs de rêves de Ali Beta. Alors Ali Beta que l'on a pris à présenter. Alors Ali Beta, pourquoi vous êtes intéressé à ces thématiques? Moi, je pense quelque part que peut-être vous avez été un peu influencé par votre caractère d'insulaire, parce que vous êtes un insulaire aussi. Exactement. Et vous êtes dans une zone où voilà, ces questions reviennent souvent à la surface. L'immigration clandestine, il y a un fort taux de départ des jeunes des îles Saloum vers les côtes occidentales. La question du retour aussi, parce que cette partie-là me fait penser à cet ouvrage de votre concitoyenne, originaire même de la zone. Mais pourquoi je n'ai pas le nom en tête? Fatou Diom. Voilà, le ventre mou de l'Atlantique. Le ventre de l'Atlantique. Dans le ventre de l'Atlantique, je crois également, elle a abordé ce passage-là. Est-ce que c'est cela finalement qui vous a inspiré, Ali Beta? Exactement. Je pense que vous l'avez dit, je viens des îles du Saloum, précisément de Niodior. Donc, et les imaginaires du voyage. Quand on est un insulaire, le monde, c'est au-delà des océans. Et je pense que ce rapport qu'on a au voyage est un rapport... Moi, je n'aime pas la question, le mot migration, migrate. J'aime le mot voyage. Parce que je pense que tout être humain a le droit de voyager. Et quand on voit l'histoire des Serer Nyominka, on a quitté le Gabou Kansala avec Mansawa Ali Kouramane, qui est venu sur les berges du Sine. Donc, c'est une histoire de voyage. Donc, on s'est même installé. Et l'humanité tout entière voyage, depuis même Adama Kawa. Je pense que c'est d'abord ça. Deuxièmement, c'est un film qui continue le premier documentaire que j'ai fait en 2016, Life Sarapa illégal, mais qui questionnait le départ,
la route et l'arrivée. J'ai quitté les îles du Saloum, j'ai fait la route par le Maroc, par la Mauritanie, le désert, le Maroc, jusqu'en Espagne. J'ai suivi mes cousins, donc ça c'était une première. Et moi je me suis intéressé maintenant au retour. Une fois qu'on a fait la route et qu'on est arrivé là-bas, maintenant le retour. Parce que le retour est un autre voyage. Quand tu rentres, les gens ont changé, tu as changé, la ville a changé. C'est pas, tu ne reviens pas juste comme une pierre qu'on a placée quelque part. Non, tu réapprends à te réintégrer dans ta société. Et ça pose des challenges, ça pose beaucoup de questions. Mais c'est surtout le rapport au voyage. Quand je dis le droit au voyage, aujourd'hui, un jeune Américain, Espagnol, whatever, peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, faire un break d'1 an, venir tourner en Afrique, et ça ne pose aucun problème. Mais quand nos jeunes veulent voyager, il y a un problème. Il faut qu'on en parle. Toute l'économie des visas, il faut qu'on en parle. Je pense que c'est une question qui est la responsabilité de nos autorités. Donc on les interpelle là. Je pense qu'on est dans la bonne télé pour les interpeller. Donc à un moment donné, il y a un vrai travail à faire dans notre rapport à l'Occident, dans notre rapport aux autres, pour pouvoir définir et respecter nos lois. Mais aussi, il y a la question de, dans ce film, il y a aussi une Espagnole qui est une amie à moi, Laura, qui aussi est une migrante, entre guillemets. Parce que quand elle quitte l'Espagne, elle vient ici, ben, elle n'est pas chez elle. Donc elle est confrontée aux mêmes questions d'intégration, quelle est ta place. Quand ils viennent ici, on les appelle les expatriés. Les expatriés. Oh. C'était le sens d'ailleurs de ma question. Exactement. Voilà. Donc ce n'est pas des expatriés, c'est des voyageurs, c'est des immigrés. Il y a des immigrés économiques, il y a des immigrés qui viennent chercher autre chose, de la valeur, du sens. Donc je pense que le matériel et l'immatériel, les raisons du voyage, elles sont nombreuses. Et pour un Sérère qui vient encore des îles, le voyage est une initiation. Ce n'est pas juste voyager pour aller chercher de l'argent, mais c'est se réaliser humainement, c'est découvrir des choses. Et je pense que beaucoup de jeunes Européens qui viennent ici aussi, ils viennent chercher du sens. Ils n'ont pas trouvé leur identité chez eux, ils viennent ici, ils ont une 4x4, ils sont dans une ONG. Voilà, donc on n'est pas dupes. Donc à un moment donné, la question du voyage, c'est une question cruciale. Et de juillet à maintenant, on a vu que les départs de nos côtes, il y a ce qu'on appelle le désespoir sénégalais. Donc on peut pas, on a l'impression que c'est un phénomène, aujourd'hui les jeunes meurent dans l'océan Atlantique, dans le désert, mais c'est un phénomène qu'on a normalisé. On a l'impression que nos autorités n'en parlent même plus. Maintenant, ils passent même par le Nicaragua. Le Nicaragua. Moi, j'ai une grande sœur qui travaille aux États-Unis sur cette question. Elle s'appelle Cédie Sarr. Elle bosse avec tous les migrants qui sont là-bas. Mais elle fait un travail énorme. Quand tu vois combien de jeunes arrivent là-bas, ils sont perdus, tout le travail qu'ils font. Et nos autorités, pendant ce temps-là, ils sont où? Moi, une année, j'ai été au Maroc quand les migrants sénégalais, les voyageurs sénégalais sont allés à l'ambassade à Rabat, mais ils ont été exclus. C'était la bataille, quoi. Donc, ça pose toutes ces questions-là. Mais la question ultime, quand même, ça pose la question de la vie, quoi. C'est un migrant qui s'appelle Mamoudou Dia, qui a fait 8 ans en Espagne et qui a écrit un bouquin dans lequel il raconte que son Eldorado, c'est chez lui, Gandiol. Et il est rentré à Gandiol avec un livre, avec une vision. Et de ça, il a commencé à construire des projets. Le premier projet était une case tout petit avec des bouteilles de plastique recyclées. Et petit à petit, il a monté son association avec une vraie vision de dire que le potentiel est ici et on peut faire des choses ici. Et il a une association qui s'appelle Khakhatai et qui font un travail de développement communautaire énorme à Gandiol et sa femme Laura. Donc j'ai essayé de les suivre, ce couple-là qui quelque part pose la question de la relation Afrique-Europe. La maman, la petite communauté et l'ancrage dans le village. Et toutes les complications liées aux maires, aux autorisations, vous avez la gendarmerie. Donc parfois on rentre ici pour faire des choses, on vient chez soi pour faire des choses, mais le contexte, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est toutes ces questions que ça pose. C'est pour ça que je l'ai appelé les chasseurs de rêves. Et en face de eux qui essaient de construire leur rêve à Gandiol, ils ont aussi toute la communauté de Gandiol. Les jeunes qui les regardent, qui peut-être ne comprennent pas ce qu'il dit, qui peut-être se disent, oui, lui, il nous dit, ouais, c'est ici, alors que lui, il est parti, il est revenu. Donc la complexité de la vie. Donc, ce n'est pas un film qui vient donner des leçons, c'est bien un film qui vient questionner plutôt et qui nous permet de changer un peu de perspective, de regarder les choses différemment. Peut-être que ça peut avoir ce sens-là, mais qui fondamentalement parle aussi d'entrepreneuriat, d'engagement communautaire. Ce qu'il est capable de faire pour son village. On dit tabac de Kobi, tabac nit ni. Donc, on tabac nini. Donc, parfois, un engagement communautaire, c'est contribuer à bâtir l'humain. Et voilà, c'est un film qui pose toutes ces questions. L'engagement communautaire, ça, de la part surtout de ces migrants, ça, on le voit déjà dans beaucoup de terroirs du Sénégal, dans le Fouta, dans le Ndiambour. Beaucoup, en tout cas, d'infrastructures ont vu le jour grâce à l'engagement au concours donc, de ces migrants-là d'origine sénégalaise. Alors, vous avez fait un rappel donc, de cet article contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet article relatif donc, au droit au voyage. Tout à fait. Les premiers qui nous ont vendu cela sont nos amis occidentaux, mais aujourd'hui, ils se barricadent. Finalement, le droit au voyage, je pense qu'il est en train de mourir de sa belle mort. Exactement. C'est un concept qui semble maintenant désuet. Exactement. Parce que quand on est en Occident, moi je voyage beaucoup, on nous parle de la crise des migrants. Je dis attention, ce n'est pas la crise des migrants, c'est la crise de l'hospitalité. L'Europe ne sait pas accueillir. Mais on a vu la différence dans le traitement entre les migrants ukrainiens, qui avaient la chance d'avoir la bonne couleur de peau, et les migrants africains.
Là, on a déroulé le tapis rouge. Bizarrement, on a vu des logements qui étaient disponibles pour eux. Quand il s'agit de migrants africains, non. Voilà, là, on est confronté à un problème. Et c'est là où la responsabilité de nos autorités. Tant que la présence et la posture de nos autorités, elle va influencer la présence de nos diasporas partout dans le monde. Et je pense que ça, c'est une question que réellement nos autorités doivent prendre au sérieux. À un moment donné, comme vous le dites, l'économie du voyage, donc l'immigration ramène beaucoup plus que l'aide au développement. Ça, on n'en parle pas. C'est des questions comme ça sur lesquelles on interpelle nos dirigeants. Bien sûr. Laura, sur le film documentaire. Il y a tellement de choses à dire, effectivement. Je pense que déjà, c'est un apport qui va être considérable dans la réflexion aussi, effectivement, sur le droit au voyage, ne serait-ce que pour comprendre cette notion-là de droit au voyage ou la découvrir, comprendre sa définition, en fait, clairement. Et surtout de pouvoir en faire un film, de pouvoir le distribuer, que ça puisse être accessible au plus grand nombre. Et justement, j'ai vu dans votre programmation que vous prévoyez aussi un cinéma itinérant, des programmations qui seront aussi en dehors de Dakar. Qu'est-ce que vous prévoyez autour de ce cinéma itinérant-là? Parce que j'ai vu qu'il y aurait aussi des ateliers débats pour discuter aussi des thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc il y a une première projection qui sera le 7 février là, au cinéma Pathé, avec une semaine d'exploitation. Mais comme un voyageur et un insulaire, on sort de Dakar pour aller dans les circuits des îles du Saloum, circuit nord. Et l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appellerait la Dor and Dem Academy. Dor and Dem, mais il y a un jeu de mots aussi, mais une Dor and Dem. Donc on a toute une boîte à outils autour du livre de Mamadou Dia, d'anciens films que j'ai fait, des ateliers, parce que nous, on fait à Ouakam, avec le centre Kenou, que je dirige, on fait des ateliers qu'on appelle filmer l'imaginaire. Avec des téléphones portables, on apprend aux jeunes à raconter leurs histoires. Et c'est des petits films de 2 minutes. En une semaine, on peut mettre en place. On veut faire tout ce genre d'ateliers-là, des débats dans les régions. Parce qu'aller dans les régions, moi, je ne veux pas pour dire aux gens, partez, ne partez pas. Je ne suis personne pour dire aux gens, tout le monde a le droit. Juste pour dire quand même, il faut se rendre compte qu'on a de la ressource chez nous. Comment est-ce qu'on peut exploiter cette ressource chez nous? Et comment on peut apprendre à se raconter différemment? Donc on veut mettre en place toute une campagne d'impact, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour sortir de Dakar et aller rencontrer les communautés et transmettre des outils, partager. Et aussi, tu vois, voilà. Je pense qu'il est important qu'on sache se raconter déjà et qu'on puisse prendre en conscience des ressources culturelles et de leurs richesses. Alors, comment vous avez également, disons, convaincu ceux-là, en tout cas les témoins de ce film-là, à se confier à votre caméra? C'est pas facile, parce qu'il ne s'agit pas d'acteurs professionnels, pour la plupart. Voilà, c'est des gens qui sont confrontés à ces problématiques que vous avez soulevées. Ça s'est passé comment? Et ça a pris combien de temps pour réaliser cette Oui, exactement. Je pense que le cinéma, c'est d'abord une question de relations. Je pense que vous l'avez dit, quoi. On filme les relations sociales, on filme les relations humaines. Et avant la caméra, c'est d'abord la relation. Donc, c'est des amis à moi. Moi, j'ai un centre à Ouakam qui s'appelle Kenou, laboratoire des imaginaires, qui travaille sur ces questions-là. Laura, l'espagnole, c'est une amie à moi depuis longtemps, quand j'allais jouer des concerts au Festival de Jazz. Donc, c'est une amie. On a cette relation-là de confiance déjà. Et quand Mamadou devait rentrer, elle m'en a parlé. Ah, mon gars, il veut rentrer, tout ça. Je dis, ah bon, moi, ça m'intéresse. Parce que je veux accompagner ce genre de démarche-là. Donc, c'est devenu des amis. Et on collabore. Donc, j'étais à Gagnol beaucoup de fois. J'ai pris mon temps de discuter avec les gens, de connaître la communauté. Pour instaurer la confiance. Voilà. Et c'est ma famille aujourd'hui. J'ai une famille à Gagnol, la maman de Mamadou. La maman, oui. Voilà. Donc, à un moment donné, que les relations de confiance sont là, et qui comprennent que ce qu'on veut raconter, je dis, ce film est une polyphonie. C'est pas juste ma voix, c'est la voix de ces différentes personnes et de la communauté. Une fois que le sentiment de confiance il est là, après moi j'apporte une proposition en disant voilà, et on y est arrivé. En tout cas, bravo, bonne continuation. Donc ça c'était le 2e épisode. Le 3e, c'est pour bientôt. Inch'Allah. Et ça porterait sur quelle problématique encore? Je pense que j'irai plus sur l'engagement communautaire dans les villages, quoi. Dans les villages. Inch'Allah. On prend date pour votre prochaine venue sur le plateau de Kenkeliba. Avec plaisir. On prend date également pour de Dakar Restaurant Week. Le rappel du programme, chef Aziz. Ce week-end, à partir de ce week-end, retrouvez-nous au restaurant, vous, le public, et vous-même, bien sûr, à venir découvrir ces mets locaux et internationaux pendant ces 10 jours à prix unique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On a passé un agréable moment. Merci aussi à Ali Beta. Et on a annoncé les couleurs. On a terminé avec une chanson de Ali Beta. Ça s'appelle Dohadem. C'est toujours Dohadem, exactement. Merci Laura, merci à Lune, merci Il y a plusieurs bonnets, hein. Oui, apparemment, oui. J'ai vu, c'est un artiste. Les artistes sont partout. Exactement. Merci à l'ensemble des équipes en régie, à tous qui nous suivaient depuis 6h30. Kenkeliba, c'est donc fini. Et on se quitte justement sur ces notes de musique, tout en vous souhaitant de passer une très belle journée. Bokunu dine, bokunu gam, bokunu jamukai, tanyoni ni.
dangay dox di dem may dox di dem ñu dajay dox di dem doxandi Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.